Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Neurotrip, l'émission qui décrypte l'actualité scientifique d'il y a plusieurs siècles, car il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, nous allons parler du grand André Vessal, car c'est fondamentalement le premier grand anatomiste, euh, en tout cas révolutionnaire et rebelle, et nous allons parler aujourd'hui de comment il a pu arriver jusqu'à ces découvertes. Alors, tout d'abord, nous allons pouvoir jeter un petit coup d'œil sur la carte, la situation du monde, en tout cas de l'Europe, à cette époque. Hop. Donc, lorsqu'il naît en 1514, l'Europe ne ressemble absolument pas à l'Europe, aux frontières que vous connaissez actuellement. Il est né à Bruxelles, mais Bruxelles est à l'époque sous occupation espagnole dans un Brabant flamand, qui fait partie du Saint-Empire romain germanique. Donc tout ce que vous voyez coloré, hein, ce sont les différentes provinces de cet empire qui est géré d'une main de fer par Charles Quint, que vous voyez à droite. La France, à gauche en grisâtre, euh, va être principalement gérée par François Ier tout au long de la vie de Vessal, puisque Louis II meurt un an après la naissance de Vessal. Et c'est la rivalité entre François Ier et Charles Quint qui va mener à de nombreuses guerres, notamment les guerres d'Italie, qui vont impacter directement la vie de Vessal. Hop, juste encore, il y avait encore un petit truc. Pardon. Et juste en bas, en dessous de la province jaune, vous pouvez voir la République de Venise. En effet, Venise était alors indépendante, ce n'était pas juste une ville, elle englobait alors Padoue, et c'est une des universités qui va mettre en avant le savoir de Vessal. Vessal va voir dans sa vie 8 papes défiler, si je peux m'exprimer ainsi, et donc en fonction de la dureté de ces différents papes, cela va aussi influencer ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. À cette époque, pour vous remettre un peu dans le contexte, la mode, ça ressemble à ça. Hein, à droite, vous avez François Ier et à gauche, vous voyez le portrait de Marie Tudor. Donc, on est au début de la Renaissance, hein, on est dans l'ère moderne. Mais si vous voulez bien comprendre comment André Vessal a pu aboutir à ces découvertes, il faut aussi comprendre qu'il y a eu un contexte à tout cela, à savoir que les dissections sur des cadavres ont eu lieu notamment par des artistes qui sont réappropriés le corps de l'homme et de la femme. À gauche, vous avez le David de Michel-Ange, qui est absolument magnifique si vous avez l'occasion d'aller le voir, de précision anatomique. En voyant ce David, Léonard de Vinci se replonge dans l'anatomie. Et donc, Léonard de Vinci, hein, si vous avez l'option d'aller voir l'exposition au Clos Lucé sur Léonard de Vinci et l'anatomie, il y a aussi le livre qui est publié, je vous le conseille, c'est vraiment extrêmement intéressant. Bien sûr, on va parler du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Léonard de Vinci meurt quand Vessal a 4 ans. Donc, toute cette partie-là, c'est avant. Hein. Et enfin, d'un point de vue de médecine, du point de vue de la médecine, pardon, on va se reposer des questions par rapport aux enseignements de Galien, Galien de Parme, qui était au 1er siècle, hein, qui était en 120, qui est mort aux alentours de 129 après Jésus-Christ, qui était le médecin des gladiateurs, et c'est lui qui a publié des encyclopédies énormes sur l'anatomie. Le problème étant que ces livres ont brûlé et que seuls quelques exemplaires à travers le monde avaient été conservés. Et donc, depuis cette période-là jusqu'à l'époque de Vessal, soit 14 siècles plus tard, ces livres
pour être répandus dans les différentes écoles de médecine, ont dû être retranscrits manuellement, retraduits plusieurs fois. Et au fur et à mesure des traductions, de nombreuses erreurs anatomiques ont eu lieu. Au point qu'il y a eu un appel à cette époque-là de revenir aux exemplaires initiaux et avec l'avènement de l'imprimerie, de rééditer les écrits initiaux de Galien. Et ce faisant, ça a déjà purgé une partie de la médecine des erreurs qui avaient été commises du fait des traductions. Donc il y a déjà ce courant de remise en question, qu'on a pu se tromper, ce qui est déjà un premier pas. Donc ça, c'est le contexte qui va favoriser finalement Vessal à être finalement le rebelle qu'il a été. Donc c'est un jeune homme brillant. Il est né dans une famille où le père et le grand-père étaient soit médecins, soit apothicaires de l'empereur. Donc il a déjà baigné dans cette ambiance scientifique, mais aussi dans cette ambiance politique. Il n'est nul doute qu'il a dû apprendre à gérer la politique locale et la position de la médecine et de l'apothicaire face à la religion. Et donc, ça va lui être extrêmement nécessaire par la suite. Donc, à l'âge de 14 ans, il va rentrer à l'université de Louvain. Et dans un premier temps, il va recevoir des enseignements sur l'art. Et ça va profondément l'impacter, parce qu'on se rappelle notamment de ces planches anatomiques. C'est un des premiers à faire des planches anatomiques. Ça va l'impacter. Il va faire appel aux plus grands artistes pour pouvoir imager le corps humain. Puis, 2 ans après, il va se tourner vers la médecine et il va être profondément déçu de l'enseignement qui lui est fait, qui est à cette époque, et il va le découvrir parce que ce n'est pas juste à Louvain, c'est un enseignement qui est dit livresque. On enseigne la médecine à travers les livres et uniquement presque que des écrits. Il y a très peu de représentations graphiques des organes et du corps humain. Donc, ça va profondément l'affecter. Il se dit qu'en allant au Collège royal de médecine à Paris, qui est quand même, Paris a toujours été un centre de dynamisme et d'intellectuels, il va pouvoir voir autre chose. Donc, il arrive au Collège royal, il va avoir 2 tuteurs. Le premier étant Jacques Dubois, qui va devenir son némésis jusqu'à la fin de sa vie. Il va avoir un profond dédain pour cet homme qui va suivre les principes de Galien. Et il va considérer que la chair est quelque chose qui est en deçà de lui. Et que la médecine, c'est vraiment intellectuel, c'est trouver la cause de la maladie, finalement sans examiner, sans toucher, sans... Voilà, juste, on ne s'intéresse au patient que pour trouver la cause, mais pas pour examiner et se remettre en question. Il va très rapidement passer sous la tutelle de Jean Gontier d'Adernac, qui est lui aussi un transfuge de Louvain. Et il a dû transférer car il était suspecté d'être protestant. Et à cette époque, il ne faut pas oublier que l'Inquisition reprend du galon en se tournant vers l'ennemi de choix de ce siècle, qui sera les protestants. Et lors de son passage au Collège royal de médecine de Paris, il n'y a que 2 dissections par an. Et c'est des dissections qui sont faites donc, sur des cadavres de personnes, de criminels qui ont été exécutés et on leur amène. On ne leur autorise que 2 cas bien précis. Et lors de la dissection est vraiment extrêmement bien régie. C'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on veut. Vous avez en haut à droite, en haut au centre, le maître, le master, qui est là pour enseigner. C'est la position la plus gradée, je dirais,
dans cette image. Vous avez le livre de Galien et vous allez lire l'anatomie, vous allez parler des différents organes qui vont être coupés par le sector, qui va donc être chargé de disséquer. C'est souvent le barbier du coin, d'accord? Et il va faire un travail lamentable, puisque ce n'est pas son métier. Et il va donc charcuter finalement le corps et les organes qui sont en dessous. Et l'ostenseur qui est sur le côté, pardon, il y a une erreur, c'est pas disséquer l'ostenseur. L'ostenseur, il va montrer, et donc il va montrer les organes au public, aux étudiants, qui va donc être sorti sous le contrôle du maître. Ce qui veut dire que l'autopsie est biaisée. On ne va montrer que ce qu'on lui dit d'aller chercher. Et cette dissection se fait sur un corps dit universel. Toute différence anatomique qui va être visible par rapport à ce qui est lu dans le livre est considérée comme une erreur, un cas particulier. C'est Galien dans son livre qui a raison, donc 14 siècles avant, qui a raison, ce n'est pas ce corps-là. Et donc ça lui pose problème à Vessal. Un, parce que c'est de la charcuterie, il ne voit rien et il n'apprend rien. Donc très rapidement, ce qu'il va faire, c'est la petite image que vous avez à gauche, il va se rendre au but de Montfaucon, qui était le lieu d'exécution des prisonniers. Donc c'est dans la périphérie de Paris. Maintenant, vous n'avez, je crois que ça a été rasé évidemment, mais c'est par là où passe le canal Saint-Martin. Donc c'est le tracé, donc ça n'y est plus. Et donc c'était des habitations, c'est pas des habitations, c'est une architecture avec des alcôves. Et dans ces alcôves, on pendait les gens et on les laissait. Et donc Vessal, avec ses amis, vont aller là-bas, vont d'abord récupérer des os pour essayer de reconstituer le squelette et d'identifier les os, puisqu'ils n'étaient pas dessinés dans leur livre, pour pouvoir les identifier. Donc, ils ont gagné énormément de savoir. Puis après, d'aller chercher ces cadavres pendus et de s'entraîner à la dissection. Alors, ce qui est de l'ordre de la légende, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais le fait que Vessal ne soit absolument pas rebuté en allant chercher ces cadavres à la potence, la légende voudrait que sa maison, quand il était petit à Bruxelles, était face à un lieu d'exécution. Et que donc, toute sa jeunesse, il aurait vu des cadavres pendus et il aurait même appris à dessiner en regardant ces cadavres pour les représenter. Alors, on pourrait parler maintenant avec notre recul scientifique, il aurait peut-être eu une désensibilisation à cette horreur, voire peut-être un stress post-traumatique puisqu'il ne cesse d'y retourner. Et donc, il va manier le bistouri finalement comme personne à cette époque. Et Jean Gontier d'Adernac va le prendre sous son aile et c'est lui il va lui laisser la place du barbier lors des prochaines autopsies. Et il va tellement bien le faire qu'il va gagner en popularité. Et là où le problème arrive, c'est qu'alors qu'il commence à gagner une popularité et il commence à avancer vers sa thèse, eh bien, François Ier et Charles Quint vont entrer en guerre en 1536. C'est la 8e guerre d'Italie. Il s'avère que le duc de Milan va mourir et le fils de Charles Quint récupère donc le duché de Milan, ce qui n'est pas du tout l'envie de François Ier qui aimerait bien le récupérer. Donc, il décide de partir en guerre. François Ier envoie 40 000 soldats pour récupérer Milan. Il n'y arrive pas. Il récupère quand même Turin sur le passage et la Savoie. Charles Quint n'est pas content. Il envahit la Provence. Il va jusqu'à Aix-en-Provence. Et lorsqu'il essaie d'aller plus loin, et là on peut remercier, je ne sais pas si on peut le remercier, mais le connétable Anne, alors c'était un homme, qui avait la technique de la terre brûlée. Donc, c'est-à-dire, c'était Anne de Montmorency, pardon. Si vous voulez récupérer d'autres villes, pas de problème, mais vous aurez leurs cendres. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à conquérir. Donc, la guerre s'arrête. Toujours sous tension. Les deux hommes
les deux dirigeants sont appelés par le pape. Ils ne veulent pas se rencontrer, donc ils ne s'asserront jamais autour de la même table. Ils vont être dans 2 salles séparées et c'est le pape lui-même, pape Paul III, qui va aller d'une pièce à l'autre, négocier et rapporter les propos de l'un à l'autre comme des enfants, jusqu'à trouver une sorte de consensus. Et donc, François Ier va s'engager à ne jamais prendre Milan, mais il va garder le duché de Savoie et du Piémont. Alors, pour les fans du reblochon, vous emballez pas, on la repère en 59, la Savoie. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à notre vassal. Il n'est pas bête. Dès que la guerre éclate, il se rend compte qu'il pourrait être prisonnier, puisque, toute sa famille est dans l'empire de Charles Quint, et c'est un proche de Charles Quint. Donc, très rapidement, il rentre à Louvain. Il retourne à l'université et ça ne lui plaît pas. Il décide donc d'aller à Padoue, qui n'est pas sous la coupole ni de la France ni de Charles Quint. Et il va, donc dans cette université, la République de Venise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un souffle nouveau en Italie. Ça va être sous le contrôle donc, des doges. Si vous êtes allé à Venise, le palais des doges, c'est donc la raison de tout cela. Et ils veulent s'astreindre un peu du passé en tant que tel. Et ils veulent être dans l'excellence, que ce soit dans l'art. Si vous allez à Venise, c'est à l'évidence l'art et la beauté que vous pouvez voir dans cette ville, mais aussi dans le terme, en termes d'université. Et donc Padoue est exceptionnel à ce titre dans la méthode de recruter leurs enseignants, leurs médecins qui allaient enseigner. Ils ne vont pas être engagés à vie, comme dans les autres universités, notamment à Paris ou à Bruxelles. Ils vont d'abord avoir une période de 4 ans, une période d'essai de 4 ans. Si au bout de ces 4 ans, ils sont excellents, on va leur donner 2 années de plus. Si au bout de ces 6 ans, ils ont prouvé que non seulement ils sont excellents, mais ils sont une plus-value pour l'université, à ce moment-là, ils seront nommés à vie. Et, qui plus est, ils n'ont pas le droit de faire 2 années de suite le même cours, le même enseignement. Donc ça les force à exceller dans des domaines où à la base, peut-être, ils ne le seraient pas. Et donc, dans ce cadre de liberté, André Vassal arrive. Le problème, c'est qu'il ne peut pas soutenir sa thèse car il n'a pas accompli un stage obligatoire. Et donc, on va s'arranger avec le doge et puis le doyen, parce qu'il est quand même brillant, il est quand même proche d'un empereur. On va commuer ce long stage en quelques semaines à l'hospice de Venise. Et lorsqu'il a fini, il soutient sa thèse. Et 3 jours après, on lui donne la chaire d'anatomie de l'université de Padoue. Donc le poste vraiment créé pour lui-même. Et on va lui donner une liberté absolue. Il a dû quand même négocier, en l'occurrence. Mais il a renvoyé l'ostenseur qui montrait les organes et le barbier. Et il sera les 3 à la fois. Il ne va pas suivre le livre. Il va, donc, parce qu'il le connaît par cœur déjà, il va pouvoir disséquer et montrer tout ça, tous les organes à la fois. Donc être au plus proche du corps, au plus proche de la chair et des étudiants. Donc ça, c'est révolutionnaire. Révolutionnaire pour l'époque. Donc ça peut être aussi mal vu, en l'occurrence. Mais comme il y a un vent de changement, il profite finalement de ce vent. Donc très rapidement, ce qu'il fait, c'est qu'il va publier de l'iconographie, donc de l'image, de l'iconographie, pour pouvoir une sorte d'aide-mémoire pour les étudiants en anatomie. Et ça va être repris finalement en Europe. Ça va être de partout. Mais ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, il ne remet pas en cause Galien. On va retrouver les mêmes erreurs dans ses plaquettes anatomiques que Galien dans ses encyclopédies. D'accord ? Mais il commence à voir qu'il y a quelques soucis. Ça correspond de moins en moins.
Et il va finalement faire une lettre, donc il est très, très proactif. Il va aussi se positionner par rapport à la saignée, qui était une pratique assez courante à l'époque. Vous étiez malade, on vous faisait une saignée, on vous vidait de vos humeurs pour être en bonne santé. Et il y avait une grande discussion à savoir si la saignée devait être au plus proche de l'organe malade ou au contraire au plus éloigné, ça devait être systématique ou pas. Et et Vessal, dans cette lettre, lui se positionne sur une approche modérée de l'humeur et que ça devrait être uniquement sur 2 ou 3 pathologies, mais ça ne devrait pas être nécessaire. Et là, il se met vraiment une partie des galénistes à dos, et notamment Corti, qui est à l'université de Bologne. Et les étudiants étant taquins de tout temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent Vessal pour faire une démonstration de sa théorie en présence de Corti lui-même en 1540. Et ils vont lui donner des singes, des cadavres humains, des cadavres de chiens, pour qu'il puisse prouver donc ces différentes théories. Et alors qu'il vient pour la saignée, lorsqu'il dissèque, il s'aperçoit que toutes les incohérences qu'il voyait chez l'être humain n'étaient pas des incohérences chez le primate. Et là, il comprend, il a vraiment une prise de conscience que Galien avait dû faire toute son anatomie en disséquant des primates, en disséquant des singes, et qu'il avait transposé tout ça à l'homme. Ce qui explique que tous les cadavres qu'il disséquait ne répondaient pas finalement à la logique humaine, mais à la logique simienne. Et aussi quelques préceptes religieux, à savoir que l'homme aurait une côte en moins parce que c'est avec celle-ci que Dieu a pris une côte à Adam pour créer Ève, et donc il aurait une côte en moins. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et donc ça fait scandale parce qu'il est très vocal à ce sujet dès la conférence en 1540. Et donc il revient avec ça en tête à Padoue et il commence une sorte de course contre la montre acharnée pour recréer une encyclopédie anatomique de l'être humain. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser sur la dissection des corps humains était profondément interdite, alors c'est vrai, il n'y avait pas un texte qui autorisait, mais du moment que c'était des criminels, il n'y avait pas tellement de soucis. Et le pape avait dû faire même une bulle pour expliquer que du moment que les philosophes scientifiques de l'époque ne touchaient pas, ne remettaient pas en question l'esprit immortel de l'âme, ça ne leur posait pas tellement de problèmes. C'est-à-dire que du moment que vous ne dites pas que l'âme n'existe pas ou est générée par X ou Y, ça passait. Et donc, il a toujours été très malin, Vessal, c'est-à-dire jamais il ne va remettre en cause ça. Et il va donc s'arranger avec les juges de l'époque pour que les exécutions coïncident au moment où il fait ses dissections pour avoir les cadavres les plus frais possibles. Donc il y a toute une sorte d'architecture sociale qui commence à se créer en étant les amis de Vessal, de mes amis, pour avoir le plus possible de cadavres frais. Et à partir de cela, il va créer une énorme encyclopédie donc, qui est la fabrique du corps humain, qui va être en 7 livres qui sont magnifiques. Celle-ci est colorée puisqu'il est très malin. Il sait que dans ces 7 livres, il va remettre en question Galien. Il va trouver plus de 200 erreurs et corriger 200 erreurs que Galien a fait. Donc il sait que ça risque de poser problème. Donc il va faire 2 choses pour éviter que d'aller au bûcher, parce qu'à l'époque c'était quand même assez courant pour les scientifiques qui ne disaient pas ce qu'il fallait. Il va faire un préambule où il va expliquer sa démarche. Il va utiliser le jeu, et c'est pas le jeu philosophique, c'est le jeu. Il ne va
pas accuser Galien, Galien étant un incroyable médecin et a fait ce qu'il a pu en son temps. Par contre, et puis il était proche du corps, il faisait des dissections, il soignait les gladiateurs, il avait une vision noble de la médecine. Par contre, ceux qui vont prendre cher, ce sont les médecins qui, pendant 14 siècles, n'ont pas vu ces erreurs-là et n'ont jamais corrigé ces erreurs et ont finalement suivi aveuglement des principes qui étaient incorrects. Et donc, dans cette préface, son mentor de l'époque, de Paris, le fameux Jacques Dubois, va être au centre de ces attaques qui sont très vives. Il va d'ailleurs dire que Jacques Dubois n'a utilisé le scalpel que uniquement pour couper sa viande lors d'un repas, mais il ne l'utilise jamais sur des cadavres ou en dissection. Et donc il va l'attaquer pleinement, mais jamais Galien, où il va au contraire le respecter, puisque comme lui, il était proche des corps. Et de deux, il va préparer une version de luxe qu'on appellerait donc maintenant une version colorée, parée à leur fin avec des représentations sublimes qu'il va faire envoyer à Charles Quint directement. Et il veut que ce soit extrêmement luxueux et magnifique pour que ce soit mis en exposition, que les gens s'intéressent, que ce soit pas juste mis sur une étagère et fermé. Donc là, il va y parvenir et il fait une lettre à Charles Quint en lui disant que oui, ces principes vont remettre en question et ça va faire parler. Et en plus, il est très jeune, il n'a même pas 30 ans quand il fait tout ça. Ça va faire parler, mais que sa jeunesse n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, c'est une force. Et donc, il va savoir parler au roi de manière très politique et Charles Quint va toujours le prendre sous son aile. Et puis, on va zoomer. Si tu cliques, peut-être qu'on... Ah non, on revient en arrière. Ah ben désolé, le zoom n'a pas marché. Mais donc, vous avez ce corps au milieu qui est un corps de femme. Sous la table, vous avez les barbiers. Donc, il relaie finalement les barbiers. L'homme avec la toge dorée, qui est de l'autre côté de la table avec la longue barbe, ouais, lui, c'est Galien. Donc, il rend hommage à Galien. Et lui, Vessale, qui est tout en noir, le plus proche du corps, a une main sur le corps et une main avec le doigt tourné vers le haut pour finalement un appel à la religion en disant « Je transmets le message que Dieu voulait ». À savoir, il nous a donné une intelligence, il voulait que l'on perce ces mystères, eh bien, je l'ai fait. Et donc, c'est pour finalement se protéger aussi de toute attaque sur le désacrement et tout ce qui est l'excommunication et bien pire, la mort. Et donc, il est très, très, très malin dans la manière où il va utiliser et communiquer à l'époque sur ce savoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que les illustrations que vous allez voir, alors je vais vous montrer que celles sur le cerveau, on ne savait pas de qui elles étaient jusqu'en 1996. Et on a finalement retrouvé, il s'avère que c'est Johann von Kalkar, qui était un élève de Titien à Venise. Et donc, vous allez voir la beauté du geste. Donc, on va s'intéresser finalement au cerveau. Alors, si vous regardez les autres illustrations, vous verrez que ce qui diffère, et ce qui peut parfois être malaisant, c'est que la représentation des squelettes ou des écorchés, donc on voit tous les muscles, sont en position de vie. Ils ne sont pas allongés, ils ne sont pas finalement classiques, ils sont en train de s'appuyer, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de marcher. Et donc, il y a une posture de vie qui est distillée à travers ces dessins. Et ils sont faits sur des planches de bois. Et donc, on peut passer à celle du cerveau. Alors, tout ce qui concerne le cerveau, les organes des sens, ça arrive sur le 7e livre. Et ce qu'il faut bien comprendre à cette époque, donc le cerveau est dans une boîte crânienne, d'accord ? Et il n'y avait pas, à cette époque, de fixateur. Vous savez, le fameux formol où on voit les organes dedans qui préservent. Ça n'existe pas à l'époque. Donc, on préfère, par exemple, disséquer par temps froid, par exemple, pour éviter la décomposition.
Et donc, le cerveau, ça prend du temps à enlever une boîte crânienne, surtout avec les outils de l'époque, sans l'abîmer. Et donc, ça va poser problème. Finalement, plus on va aller dans la partie ventrale du cerveau, et plus la décomposition avancée va se voir, ce qui va finalement amener à des erreurs. Tout comme Galien, Vessal a fait des erreurs qui ont été corrigées dans le temps. Mais je pense que ça ne lui aurait pas posé de problème puisque tout cela a été fait par expérimentation. Et c'était vraiment ce qu'il voulait, c'était que la science, chacun apporte sa contribution. Et donc là, ce qu'on peut voir, il a fallu donc 6 cadavres. Ce qu'il faisait, c'est qu'il décapitait la tête parce qu'il était dit, en tout cas dans les registres, que ça décomposait moins vite quand c'était séparé du corps. On enlevait la mâchoire pour que ça tienne. Et donc, vous pouvez voir ici que c'était une tête d'homme, parce que sa barbe et sa moustache sont toujours présentes sous le nez, extrêmement bien représentées. Et donc, il faisait une incision autour de la tête. Il comptait un doigt au-dessus des sourcils pour vraiment être toujours constant. Donc, c'est la méthode fameuse de la méthode scientifique, toujours la même chose. Et donc, il a fait une coupe, il a enlevé la calotte crânienne, il a vu les méninges et il a pu donc les disséquer. Et donc là, vous pouvez voir qu'il a excisé la dure-mère en 4 lambeaux qui pendent par-dessus la peau. Vous voyez les circonvolutions du cortex, mais il y a toujours finalement l'apimère qui est exposée. Et alors, ce qu'on ne comprendra pas, c'est pourquoi il n'a jamais enlevé, en tout cas dans ses représentations, le cerveau du crâne. C'est une grande question. Elle s'est toujours représentée à l'intérieur de la tête, peut-être pour limiter la gravité et éviter avec la décomposition que ça s'affaisse trop, pour essayer de préserver un minimum d'anatomie. Mais vous allez le voir donc juste après. Il va donc manuellement écarter les hémisphères pour faire apparaître le corps calleux. Et à droite, et donc petit à petit, il va faire des tranches horizontales pour descendre à l'intérieur de la tête pour mettre en évidence les ventricules. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les ventricules, c'est vraiment, et depuis 14 siècles, une grande interrogation. Et on lui attribue plein de choses, notamment l'esprit vital de l'être humain serait insufflé et irait dans les ventricules du cerveau. On ne s'intéresse pas tellement au cerveau en tant que tel, en tant que matière, mais les ventricules, c'est une énorme réflexion. Et Galien les voyait comme 3 ventricules, 3 boules vides, 3 sacs vides les uns derrière les autres, avec un qui soit le plus proche de l'œil. Et donc, c'est pour ça qu'on disait souvent que l'œil était la porte d'entrée de l'âme. C'était le premier ventricule qui était derrière. Le deuxième était notamment le sens commun. Donc, on a attribué notamment que le sens commun serait dans un des ventricules. Léonard de Vinci, donc avant Vessal, avait eu accès et a disséqué un cerveau et montre une anatomie proche de celle que nous avons aujourd'hui des ventricules. Donc, il y avait déjà ce vent, on savait que ce n'était pas correct ce que Galien faisait. Et lui a pu vraiment le démontrer, a montré l'ensemble de systèmes donc des ventricules. Pourquoi c'est important ces ventricules? Sachez-le, il n'y a pas du vide, il y a du liquide, et c'est ce fameux liquide céphalorachidien qui va aussi dans votre moelle épinière. Et quand vous regardez Grey Anatomy, où ils font des ponctions lombaires à tout va, eh bien c'est ce liquide qui est prélevé. D'accord? Donc il circule de la moelle épinière jusque dans votre cerveau et autour de votre cerveau. Donc, il y a une fascination pour ces ventricules. Le problème, c'est, vous imaginez bien que pour faire ces dessins de qualité, on dirait une photographie, c'est vraiment magnifique, il a fallu plusieurs heures, sûrement, à l'artiste. Et donc, entre chaque coupe, entre chaque dessin, il y a sûrement plusieurs heures, plusieurs jours. Et quand on arrive dans la partie basse du cerveau, finalement, c'est la diapo d'après, on a une masse absolument presque informe. Et alors là, ce que vous voyez, on a un peu de mal, si vous connaissez le cerveau, à voir ce que c'est.
Alors que c'est coupé, il va prendre avec ses mains, aller entre le crâne, donc derrière, donc vers la nuque, récupérer le cervelet et le faire passer devant. Pareil, pourquoi ne pas avoir sorti? C'est toujours la grande question. Donc là, il met à jour les hémisphères cérébelleux. Et à droite, une masse informe est restée. Et là, c'est vraiment très difficile à identifier et sûrement lié à l'état de décomposition du cerveau. Donc, il va être tributaire aussi, hein, Vessal, de l'avancée technologique de son temps, à savoir il n'y avait pas encore de fixateur. Il faudra attendre le 1800 pour que les premiers fixateurs soient utilisés. Donc, dommage pour lui. Et encore une image. Voilà, alors c'est un petit clin d'œil un peu amusant, mais à force d'avoir des dissections, il ne savait plus comment nommer ces parties qui n'avaient pas été forcément attribuées. Et donc, de par leur anatomie, vous pouvez voir à gauche la lettre E, donc il va lui attribuer plutôt une forme de testicule en E, et à droite, E et G, la forme de fesse. Alors bien sûr, on va utiliser des termes latins pour que ça sonne mieux, mais on sent qu'il était un peu à court d'imagination. Et surtout, la partie texte du livre est très, très, très confuse. On sent que pour lui, c'était pas clair, c'était un nouveau monde et qu'il ne maîtrisait pas. Et c'est très intéressant. Je pense que ça serait une personne Vous savez, si vous pouviez inviter cette personne à votre table, vivant ou décédé, ça serait une personne, je pense, avec qui ça serait très intéressant de discuter. Enfin, je pense sur la diapo d'après, voilà, vous avez à gauche, donc lorsque le cerveau, sur un des cadavres, il prend le cerveau et le retourne, on sent qu'il y a déjà plusieurs heures de décomposition. D'accord, on voit notamment le tronc et la matière qui sont un peu, qui ne sont pas à la bonne place. Et il va reprendre le même nombre de paires de nerfs crâniens que Galien. Il va pourtant les dessiner, notamment l'olfactif. C'est pour ça que je vous mets que c'est un dessin issu du livre de Vessal, mais qui a été annoté donc par Bartholin, donc bien plus tard, puisque vous voyez la lettre F à l'avant du cerveau. Ouais. Ça, c'est Bartholin qui va l'annoter après, parce qu'il va lui attribuer la notion de nerf. Donc Vessal l'avait vu, mais l'a pas annoté. Et à côté, je vous ai mis nos nerfs, les nerfs crâniens actuels. Donc il y a une différence. On a nos 12 nerfs crâniens, 12 paires actuelles. Et je vous ai mis un petit tableau que j'ai trouvé dans une publication. Si tu cliques, normalement, avec l'animation, ça doit se faire. Oui, qui donc reproduit, qui vous explique quels nerfs ont été trouvés, identifiés et appelés. Donc la nomenclature sous Vessal, ce sont des lettres. Puis, quand on va le retrouver, alors c'est Sommering. Je suis désolée, je ne dois pas le dire correctement, hein, mais tout est en double. Donc toutes les lettres sont presque en double, donc je ne sais pas si ça se dit correctement. Sommering qui va fixer la nomenclature actuelle, à savoir avec les chiffres romains, et qui va noter les 12. Et on va garder cette nomenclature jusqu'aujourd'hui. Donc là, vous avez la référence et le lien entre les différents, à travers les différentes époques. Et vous voyez que Galien et Vessal vont rester sur 7 paires de nerfs. Alors Galien ne les avait pas dessinés, Vessal a dessiné en partie les autres, mais ne les a pas nommés. Alors voilà, c'est une des grandes questions. Vessal donc arrive au bout de ses 6 ans à terme à Padoue et décide, n'attend pas la décision à savoir s'il reste ou pas, décide, alors c'est là où on a un peu s'il décide de partir ou si Charles Quint le rappelle, devenant âgé. Et donc il retourne à la cour de Charles Quint où il devient le médecin de l'empereur. Et autant il va avoir la fortune, autant la réputation, ça va être compliqué.
parce que tous les médecins de l'époque étaient galénistes. Donc, ça va être très compliqué. Et la petite guerre qu'il a eue avec Jacques Dubois ne s'est pas arrêtée là. Il a continué. Vessal, ça aurait pu s'arrêter très rapidement. Il a continué à mettre de l'eau sur le feu et Jacques Dubois, quand il était parti, on ne l'a pas arrêté. Et il y allait avec toute la puissance du Collège royal de Paris. Au point que les attaques qui sont faites sur Vessal de disséquer des corps, de désacraliser le corps, va poser un problème à Charles Quint. Et il va décider qu'il y ait une enquête. Donc, il va faire appeler alors pas des enquêteurs, mais des personnes qui travaillent sur la théologie, et leur demander si déjà ce qu'ils montrent c'est vrai, et s'il a posé un problème au niveau de la déontologie, de la théologie, est-ce qu'il a offensé l'Église. Et il s'en sort haut la main. De par son habileté politique, de toujours de pas s'opposer au pape, de toujours être à la limite sans la dépasser. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Puis Charles Quint va abdiquer et va laisser la place à son frère. Mais pour une raison que l'on ne sait pas, Vessal va être attribué à Philippe II, le fils de Charles Quint, qui va aller en Espagne. Il n'aime pas trop l'Espagne, il n'aime pas trop ça. Néanmoins, il y va avec Philippe II. Et il ne va plus faire de dissection, par contre. Du moment qu'il est à la cour impériale, il n'y a plus de dissection, ça s'arrête net. Il est vraiment que au service du roi. On ne va le rappeler que, ça c'est un petit peu notre faute, j'ai envie de dire, si tu peux aller juste après. Il y a eu un incident de notre côté. Si vous vous rappelez peut-être vos cours d'histoire, vous reconnaissez Henri II par terre avec une lance dans l'œil lors d'un tournoi qui avait été organisé. Donc c'est le roi de France, Henri II, qui succède à François Ier. Et en face de lui, il y a des tournois de joutes qui sont faits avec le comte de Montgomery. Et la lance se casse. Et il prend la lance dans l'œil. Et dès qu'il descend de cheval, il s'effondre. Et on va faire appeler, déjà Ambroise Paré, qui est un très grand médecin français, et on va faire appeler Vessal. Vessal va faire 300 km en 2 jours. À l'époque, c'est énorme. Je vous rappelle qu'il n'y a pas les TGV, on est à cheval et à carrosse. Donc, il arrive au plus près. Et les 2 médecins vont travailler ensemble pour essayer de voir s'il y a une manière de retirer la lance et de sauver le roi. Parce que le problème, ce n'est pas la lance en tant que telle. On voit qu'elle n'a pas percé le crâne, mais elle s'est fracassée en plein de petits morceaux. Et on sait que ça va... On n'a pas les moyens, on n'a pas des antibiotiques à l'époque. Donc on sait que ça va s'infecter. Donc est-ce qu'il y a un moyen finalement de faire quelque chose? Donc Vessal arrive, regarde le roi, voit le niveau d'infection et dit que bon, il y a quand même très peu de chances qu'il s'en sorte. Mais au cas où, ils vont aller au Châtelet et ils vont faire décapiter 4 criminels pour pouvoir faire et tester sur eux. Donc ils vont planter une lance et essayer de l'enlever, essayer de voir toutes les possibilités possibles pour sauver le roi. Quand ils s'aperçoivent que ça ne sera pas possible, ils ne vont pas tenter une opération. La trépanation n'aura lieu que pour enlever le surplus de pus. Et le roi va mettre plusieurs jours pour mourir. Donc ça, c'est l'histoire du roi de France. Et c'est aussi pour ça que les joutes, après, aussi, avaient été interdites sur terre. Mais pas sur mer. Et c'est pour ça qu'à Sète, on fait toujours les joutes sétoises. Petite anecdote locale. N'empêche que Vessal donc repart à la cour du roi. Donc il avait quand même cette... on n'appelle pas n'importe qui auprès de la cour du roi de France, notamment quand ça vient d'un pays ennemi. Donc c'est que vraiment il avait de la prestance. Pour une raison que l'on ne sait pas, il va faire un voyage, c'est la diapo d'après, il va partir pour Jérusalem en 1564. On ne sait pas pourquoi il va faire ce voyage en Terre Sainte. Certains disent que il aurait attendu, il serait allé au chevet d'une noble qui serait décédée
et aurait demandé si la famille voulait une autopsie pour savoir de quoi elle était morte. La famille, voyant le grand Vessal, aurait dit oui. Et lors de la dissection, on aurait vu le cœur encore battre. Et donc là, entre disséquer quelqu'un de vivant et de mort, c'est pas la même chose. Il y aurait eu un procès. Alors, c'est de l'ordre de la légende. Pourquoi je dis ça? On a encore les traces des procès de Jeanne d'Arc. Hein, pourquoi on n'aurait pas les traces du procès de Vessal? Donc déjà en un. Et de deux, ça sert un argument politique. Tous ceux qui détestaient Vessal se sont jetés dessus pour répandre ça. Hein, forcément, finalement, ils avaient raison. C'était pas quelqu'un de bien. D'accord? Donc voilà. On ne sait pas pourquoi il est allé à Jérusalem et il y est parti. Et lors de son retour, il est malade. Et le bateau s'arrête à Zante, qui est une île grecque qui était sous le contrôle de la République de Venise. Et il y meurt. Alors certains y voient une revanche du grec de Galien sur Vessal. Mais il est mort, il était enterré au centre d'une église qui s'est effondrée en 1953. Et on a perdu la trace de la tombe. On ne sait pas s'il est sous un centre commercial ou pas. On a du mal à l'identifier. Je crois qu'il y a des chercheurs qui, depuis, je crois, 2015, la cherchent et ne l'ont toujours pas trouvée. En tout cas, c'est comme ça, c'est sur cette fin que termine finalement Vessal en terre lointaine, en île grecque. Et donc, j'espère vous avoir pu démontrer que Vessal, oui, c'est un des plus grands anatomistes qui a remis finalement le médecin au plus proche du corps humain, pousser les autres à se remettre en question, de ne pas accepter des principes anciens s'ils n'avaient pas été validés, de ne pas les croire en tout cas aveuglement, et qu'il y a eu une période aussi propice à faire ces découvertes. Il n'est nul doute que s'il l'avait fait peut-être 50 ans avant ou 100 ans avant, ça se serait arrêté précipitamment, parce que disséquer des corps, peut-être, ça n'aurait pas été accepté de la même façon. Donc il y a eu tout un vent de nouveautés qui a permis cela. Et ça a changé la manière dont on aborde l'art. Le corps humain a changé à la Renaissance, notamment grâce à ses travaux à lui et aussi à De Vinci, bien sûr. Mais vraiment parce qu'il y a eu ce travail anatomique, cette redécouverte du corps humain. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette émission, cette première émission de Neurotrip. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines notifications de la chaîne Unime et à bientôt à une prochaine émission pour Neurotrip. Bonne journée.